sur cette lancée d'une nécessité Oui, merci beaucoup. Citoyen de la dette. Je crois que c'est très important cette première réunion internationale sur un plan B. Et je voudrais partir d'une série de réflexions qui se sont faites au cours de cette journée et mes propres réflexions. Il est clair que si on a cette réunion sur le plan B, c'est parce que le plan A avancé par Syriza n'a pas donné de résultat, enfin a donné un résultat qui est terriblement décevant, à savoir une capitulation. Le plan A, c'était de garantir à l'Union européenne qu'il était possible de maintenir un superávit primaire du budget tout en modifiant les politiques d'austérité et en revenant en arrière. Le plan A, c'était ça. C'était de dire à l'Union européenne, avec le programme de Thessalonique, nous garantissons de rester dans le budget qui avait été élaboré par Antonis Samaras pour l'année 2015. Nous le respecterons. Nous allons prendre des mesures qui représentent certaines dépenses sur le plan social pour réduire une série de politiques injustes, mais nous aurons suffisamment de rentrées fiscales que pour garantir l'équilibre du budget. Et par ailleurs, nous vous demandons à vous, créanciers, de convoquer une réunion européenne pour arriver à un règlement sur la dette. Ça, c'était le programme de Thessalonique, le plan A. Dès le début, j'en ai fait état dans une série de documents, j'ai été invité à des discussions avec Alexis Tsipras en 2012, en 2013. J'ai participé à des débats à Bruxelles et ailleurs avec Euclide Tsakalotos, qui est le ministre des Finances. Et je me souviens très bien d'un débat que j'ai eu avec lui en avril de l'année passée, dans le cadre d'une activité organisée par le groupe parlementaire de la GUE, donc de la gauche européenne NGL, où il était très clair que, comme vous le savez certainement, il y avait non seulement un plan A, mais le refus absolu d'imaginer la possibilité d'un plan B. Pour la direction de Syriza, pour que le plan A fonctionne, il fallait garantir aux instances européennes qu'il n'y avait pas de plan B, qu'il n'y avait aucune élaboration, à aucun niveau de mesures alternatives au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Je pense que la leçon à tirer de ça, d'abord il faut un plan A qui tienne la route. Je pense qu'un plan A, aujourd'hui, pour des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne et même presque l'ensemble des pays européens, ne peut pas garantir le maintien d'un superávit primaire dans les premières années de la législature. Un plan A, si il affirme qu'on va revenir sur des mesures d'austérité, est antagonique à la garantie d'un équilibre budgétaire ou d'un superávit primaire du budget. C'est peut-être possible à Madrid, ce n'est pas possible dans la plupart des pays européens à l'échelle. Et donc, pour moi, un des aspects clés du plan A, c'est de dire le superávit primaire, ce n'est pas possible. L'équilibre budgétaire, ce n'est pas possible. Nous allons désobéir. Nous allons mener des politiques de type keynésienne, de relance de l'économie par la demande publique et par l'augmentation de la consommation privée, ce qui implique de rétablir des salaires, des allocations sociales, etc., à un niveau décent et en allant progressivement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour moi, il faut dire clairement, nous avons un plan B. Nous avons un plan A, mais il faut dire
à l'opinion publique et mener campagne et dire aux institutions européennes et à la classe dominante locale, il y a un plan B. C'est-à-dire que le plan A implique que du côté des instances européennes, on respecte le jeu démocratique, c'est-à-dire la volonté de la population de rompre avec les politiques néolibérales, là où elles s'expriment, et c'était le cas en Grèce. Et donc, le plan A implique une bonne volonté du côté de l'ensemble des partenaires, mais s'il n'y a pas la bonne volonté des deux côtés, nous avons un plan B. Et le plan B, il implique une série de mesures qui rentrent en contradiction avec la discipline budgétaire et avec une série de dispositions clairement définies dans les traités. Donc nous allons, dans le cadre du plan B, désobéir. Parce que nous avons le droit de désobéir. Nous avons même l'obligation de désobéir. Et là, l'élément apporté pour moi dans le cadre du travail d'audit que j'ai coordonné au niveau de la Grèce et audit auquel Margot a collaboré avec d'autres éminents experts en droit international et d'autres personnes qui avaient d'autres compétences en matière de finances internationales, en matière d'audit des comptes publics et en d'autres domaines. Un des apports, notamment des juristes, c'est de montrer les obligations qu'ont des États débiteurs et des entités créancières de respecter une série d'obligations internationales en matière de droits humains. À partir du moment où un gouvernement légitimement appuyé et légalement élu dit, face à la mauvaise volonté des créanciers et à leur mauvaise foi, j'applique une série de mesures, c'est appliquer un droit du débiteur. Ce sont des mesures d'autodéfense face à la mauvaise foi ou face à des comportements tout à fait abusifs. Et des mesures, ou si vous voulez en droit des contre-mesures d'autodéfense, c'est-à-dire des mesures prises unilatéralement, sont des mesures parfaitement fondées en droit international. Et dans le cadre de notre discussion sur le plan B, il faut indiquer qu'une force qui veut à la fois, elle peut avoir un plan A, il ne marche pas, elle doit avoir un plan B, et le plan B implique des mesures unilatérales, souveraines, d'autodéfense. Dans ces mesures unilatérales, il y a par exemple, évidemment, mettre sur pied immédiatement une commission d'audit et suspendre, ça peut être nécessaire dans certains cas, et c'était absolument nécessaire en Grèce, suspendre le paiement de la dette. Comme l'a dit Zoé Constantopoulou, dans le programme électoral de 2012 de Syriza, je vais vous lire le passage concernant l'audit et la dette, c'est la mise sur pied d'une commission internationale d'audit de la dette combinée à la suspension du paiement de la dette jusqu'à la fin des travaux de cette commission. C'était dans le programme de Syriza et c'est une des 5 conditions que Alexis Tsipras avait posées entre les 2 tours des élections, donc entre mai 2012 et juin 2012, lorsqu'il a été chargé, dans le cadre de l'application de la Constitution grecque, de rencontrer d'autres partis pour essayer de constituer un gouvernement. Il y avait 5 mesures qui étaient proposées, qui étaient des conditions sine qua non pour une alliance. 1, l'abolition de toutes les mesures anti-sociales. 2, l'abolition de toutes les mesures qui ont réduit les droits des travailleurs en matière de protection et de négociation. 3, l'abolition immédiate de l'immunité des parlementaires et la réforme du système électoral. 4, un audit des banques grecques. 5, ce que je viens de vous lire en matière d'audit de la dette et de suspension de paiement. Le changement qui est intervenu du côté de Syriza
entre 2012, où avec ce programme, Syriza a obtenu 27% des voix, et 2015, c'est que Syriza avait décidé, sans réellement passer par les instances démocratiques, donc c'est-à-dire la direction de Syriza, avait décidé de modifier les propositions, en auto-limitant les propositions, et donc en renonçant délibérément à utiliser des mesures unilatérales. Dans le cas de la Grèce, il est clair que l'audit devait aller de pair avec une suspension de paiement. Parce que, à partir du moment où un gouvernement était mis en place fin janvier, il a été mis en place le 27 janvier, ce gouvernement savait parfaitement quel était le calendrier de remboursement. Il fallait rembourser 7 milliards d'euros avant la fin du mois de juin 2015, sans qu'il y ait en contrepartie des garanties que les créanciers apportent de nouveaux moyens financiers. Parce que vous savez, souvent, les créanciers apportent les moyens financiers qui servent à les rembourser. Bon. Mais il n'y avait même pas cette garantie-là. Et c'est devenu absolument clair dans les jours qui ont précédé l'accord funeste du 20 février. Le 20 février, rappelez-vous, il y a eu un accord entre Yanis Varoufakis et Jérôme Dijsselbloem, représentant l'Eurogroupe. Et dans l'accord, il était indiqué que la Grèce s'engageait à maintenir le calendrier de paiement, à maintenir les montants à payer et à faire des propositions à l'Eurogroupe que l'Eurogroupe allait étudier et ensuite approuver ou non dans le cadre de la prolongation pendant 4 mois du deuxième mémorandum qui devait se terminer le 28 février de l'année passée et qui était reporté de 4 mois. Moi, c'était un accord funeste. Le 20 février, ou un jour ou deux avant le 20 février, il aurait fallu dire le plan A, qui est le programme de Thessalonique, n'est pas accepté alors qu'il y a un mandat populaire qui nous est donné et alors que nous nous engageons à respecter le budget 2015, cette proposition n'est pas acceptée, nous prenons des mesures d'autodéfense. Et dans les mesures d'autodéfense, il y avait la question de l'audit en application, comme l'a dit Zoé Constantopoulou, du paragraphe 9 de l'article 7 du règlement 472 du 21 mai 2013 qui enjoint aux États sous ajustement structurel et assistance financière de réaliser un audit afin d'expliquer pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et de déceler dans la dette réclamée au pays d'éventuelles irrégularités. Je cite le texte du paragraphe 9 de l'article 7 du règlement 472 de l'Union européenne, sur lequel Alexis Tsipras aurait pu s'appuyer pour dire « Je réalise cet audit que Samaras n'a pas réalisé, qui est prévu dans le règlement, mais je le combine à la suspension de paiement, qui est une mesure d'autodéfense, et nous verrons bien quel sera le résultat de l'audit. Bien sûr, il fallait prendre d'autres mesures. Il fallait prendre des mesures, on l'a dit, je crois que c'est un point commun entre tous et toutes, contrôle des mouvements de capitaux, c'est évident. Dans le cas de la Grèce, il fallait une résolution de la crise bancaire. 40 milliards d'euros avaient déjà été injectés dans les banques grecques à la date du 25 janvier, sans que soit assainie la situation des banques grecques. Et les pouvoirs publics étaient devenus l'actionnaire principal des 4 principales banques grecques. Il fallait, de manière légale, modifier le statut des actions aux mains de l'État via le Fonds de stabilité financière grec. Il fallait modifier le statut légal des actions en transformant les actions préférentielles en actions ordinaires
et en permettant ainsi à l'État d'exercer ses responsabilités comme actionnaire principal de ces banques pour lancer un processus de résolution bancaire qui impliquait, mais là c'est une discussion qu'on peut avoir entre économistes qui ont analysé la situation des banques grecques, il fallait un processus de mise en faillite ordonnée des banques grecques et une socialisation du secteur bancaire grec avec garantie des dépôts. Pour moi, ça faisait partie aussi d'un plan B. Et donc, dans certains pays, il faut dire que vu la situation extrêmement grave des banques du pays, je crois que c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, et c'est éventuellement le cas d'autres pays dans l'Union européenne, certainement de l'Irlande, il faut un processus de résolution bancaire tout à fait ferme, avec à la clé une socialisation du secteur bancaire. Il faut bien sûr des mesures fiscales fortes, il faut des mesures fortes de stimulation de la production, de la consommation et de la création d'emplois. Il faut, je pense, résoudre évidemment la question de sortir ou non de la zone euro. Personnellement, depuis 2013, je suis convaincu qu'un pays comme la Grèce devait sortir de la zone euro dans le cadre d'une sortie de gauche de la zone euro. Maintenant, il est clair que Syriza a une autre orientation. Il s'est fait élire le 25 janvier avec une orientation qui était « on reste dans la zone euro ». Donc pour moi, le plan B à mettre sur pied à partir du 20 février n'impliquait pas la sortie immédiate de la zone euro. Elle impliquait des mesures de désobéissance, des mesures unilatérales, des mesures qui impliquaient la réalisation du programme de Thessalonique, et dans les mesures qui pouvaient être prises sur le plan monétaire, c'est la création d'une monnaie complémentaire. Une monnaie complémentaire, il y a eu un débat tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à mon ami député européen Fabio Di Masi, une monnaie complémentaire ne doit pas, et une monnaie complémentaire est inconvertible. Il n'y a pas de taux de change de la monnaie complémentaire. C'est une monnaie qui ne doit pas avoir de reconnaissance internationale. C'est une monnaie qui a une reconnaissance interne par les agents internes pour une partie des opérations qui sont absolument vitales pour le fonctionnement de l'économie du pays, comme une partie du paiement des retraites qui aurait pu être augmentée avec une monnaie complémentaire, comme une restauration du salaire minimum légal qui pouvait être restauré en partie en monnaie complémentaire, comme le paiement des impôts via cette monnaie complémentaire, et je pense que c'était possible, la réalisation d'une série de paiements courants, évidemment de transport public, factures d'électricité, d'eau, mais aussi des paiements dans les commerces via cette monnaie complémentaire. Évidemment, en appliquant ce type de mesures, bien sûr que l'Union européenne allait réagir et qu'on allait voir au travers des semaines et des mois entre le 20 février et des périodes d'échéance, monter la tension et certainement monter la compréhension de la part de l'opinion publique grecque que la sortie de la zone euro devenait une nécessité face à la position absolument brutale des institutions européennes. Et Syriza avait le moyen donc de modifier son discours sur la question de l'euro en fonction de l'attitude concrète des autorités européennes. Bien, ça n'a pas été fait. On a cru à un moment donné, vous savez, plusieurs d'entre nous, bon, moi je coordonnais les travaux, comme coordinateur scientifique, je coordonnais les travaux de la commission d'audit, mais nous avions toute une série de discussions avec des ministres. Et le ministre Georges Kadrougalos, qui vient de rendre visite à des amis français la semaine passée, et qui était chargé par la présidente du Parlement de défendre au sein du gouvernement les travaux que nous menions, me disait, écoute, Alexis, c'est ce qu'il fait,
il ne veut pas indiquer un plan B, mais en fonction de l'attitude des créanciers, il va être pragmatique et adopter une autre attitude plus ferme. Et on n'a pas un plan B élaboré, mais sur la marche, comme on dit en espagnol, en pratique, on va le mettre en place. Ça n'a pas été fait. Le plan A est resté la seule option. On a cru encore à un changement quand Alexis Tsipras, un changement possible, a convoqué le référendum. On n'a toujours pas une explication absolument avérée de quelle était l'intention exacte d'Alexis Tsipras. Ce qui est certain, c'est que toute une série de membres du gouvernement, dont Yanis Varoufakis, étaient persuadés que le oui l'emporterait. Ils l'ont dit, et c'est effectivement ce qu'ils pensaient. Il est certain, parce que Zoé a été témoin de ça, Zoé Constantopoulou, que 1 heure après le résultat, la victoire du non, quand elle s'est rendue dans le bureau d'Alexis Tsipras, où se trouvait Yanis Dragazakis, le vice-premier ministre, et Dimitris Papadimoulis, qui est le responsable de Syriza au Parlement européen, il n'était pas joyeux du tout, suite à la victoire du non. Donc manifestement, il n'était pas préparé à une victoire du non et à l'assumer à fond. Bon. Mais il était encore possible, là, s'ils avaient pris en compte ce qu'impliquait ce non, à savoir qu'un peuple soumis à la pire des pressions, à savoir les banques fermées pendant 1 semaine, malgré ce chantage qui n'est pas un chantage fait de déclarations, qui est un chantage fait d'actes brutaux, ne respectant en rien la souveraineté du pays, un peuple qui à 62% dit non, c'est un peuple qui sait qu'une des conséquences évidentes de son non peut être la sortie de la zone euro. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles du point de vue de ce qu'ils ont voté. Ils savaient que c'était aller à l'encontre, très clairement, des exigences des créanciers qui le répétaient et qui exerçaient la pire des pressions. Et donc, il était encore possible de passer à un plan B à partir du 7 ou du 8 juillet. Bref, comme je dois conclure, ma conclusion, c'est que un plan B doit contenir des mesures unilatérales d'autodéfense d'un pays débiteur face à ses créanciers et face à des institutions qui violent une série de droits fondamentaux et d'obligations internationales auxquelles elles sont tenues de souscrire et d'en tenir compte au niveau de la pratique des mesures qu'elles exigent. Et donc la conclusion fondamentale, c'est qu'il faut un plan intégré qui comprend différentes réponses sur les banques, sur la fiscalité, sur la monnaie complémentaire, sur la dette, sur la relance de l'économie. J'ajouterai la nécessité d'ouverture d'un processus constituant. Et comme l'a dit également dans une de ses interventions Jean-Luc Mélenchon, le recours à la mobilisation populaire. Le plan B s'appuie sur la participation et la mobilisation populaire, voire l'auto-organisation populaire. Il n'y aura pas de réussite d'un plan B s'il n'y a pas une dialectique entre le peuple qui s'est exprimé dans les urnes, mais qui doit pouvoir s'exprimer dans la rue, dans les entreprises, dans les bureaux, dans les quartiers, s'il n'y a pas une dialectique positive entre le gouvernement de gauche et le peuple mobilisé pour mettre en pratique un programme qui implique sur certains points de désobéir aux créanciers. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous nos intervenants.